Retrouvez le journal communautaire, présenté par Patrick Zic. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal communautaire en ce vendredi 25 août, le 8 Elul 5783. Nous allons célébrer la paracha Ki Tetsé. Je rappelle que Shabbat entre à 20h08 et sortira à 21h10. Alors, dans ce journal communautaire, j'ai le grand plaisir de recevoir pour la première fois le président du consistoire central de France, Élie Korchia, qui vient répondre un petit peu à toutes mes questions. Et nous allons donc aborder un petit bilan sur l'année 5783. Nous allons revenir également sur ces universités d'été qui se sont déroulées à merveille à Marseille, et puis plein d'autres questions. Bienvenue dans ce journal communautaire, et c'est maintenant l'interview de Élie Korchia. Comment ça va ? Ça va très bien. C'est un plaisir de t'accueillir ici, dans ce journal communautaire. Alors, un journal communautaire qui est enregistré à Paris, dans les studios de RCJ. Je remercie d'ailleurs la production, Théo, notre technicien, Sandrine Seban, qui m'a permis donc de réaliser ce journal communautaire. Et merci d'avoir accepté surtout mon invitation, parce que j'étais dans le train, figure-toi, et je me suis dit, je vais au culot, je vais envoyer un petit message à Élie. Je sais que ton emploi du temps est très rempli. Et là, tu me dis dans le petit SMS, je serai là jeudi matin. Donc pour moi, c'est un honneur et un grand plaisir de t'accueillir. C'est un plaisir partagé, Patrick. Merci à toi. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur ces universités d'été. Cet été se sont déroulées pendant le mois de juillet des universités dans lesquelles beaucoup de présidents d'associations, beaucoup de responsables de nos institutions sont venus. Il y a eu aussi des politiques qui étaient présents, notamment le ministre de l'Intérieur. Et j'ai trouvé ça plus qu'extraordinaire que le consistoire vienne. Le consistoire de France organise en collaboration avec Marseille, ces universités d'été. Alors, petit bilan, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces universités ? D'abord, on a eu de la chance que tout se passe comme on le voulait, parce que des fois, on peut avoir des projets en tête, de très belles idées, et puis la réalisation n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on aurait voulu, et c'est une chance. Il faut vraiment le comprendre, le saisir, l'apprécier. Bien sûr. C'est une chance d'avoir eu ce projet et qu'il se soit passé à la perfection. C'est-à-dire que les 3 jours se sont passés exactement comme je l'avais souhaité. Oui. Nous avons eu des personnalités qui sont venues de toute la France, tu l'as dit. L'idée, c'était pour celles et ceux qui nous écoutent et pour qu'ils comprennent, l'idée, c'était de réunir des dirigeants et des dirigeantes de tous les consistoires de France. Bien sûr. Nous avons la chance, on fêtait cette année les 215 ans du consistoire de France, de la création du consistoire central de France par Napoléon. Et l'idée, c'était de dire, voilà, nous sommes présents dans toutes les régions, faisons venir les dirigeants, qu'ils se parlent, qu'ils se connaissent, qu'ils se rencontrent. Bien sûr. On se disait tout à l'heure en antenne, le plaisir que tu avais eu avec Radio JM sur place, de parler avec le président de Troyes, ensuite de rencontrer le grand rabbin de la synagogue de la Victoire à Paris, le grand rabbin de Lyon, des rabbins et des présidents qui venaient des 4 coins de la France. Donc l'idée, c'était que ces hommes et ces femmes puissent être ensemble, que je puisse les réunir avec le grand rabbin de France, avec un certain nombre de personnalités, faire venir des personnalités extérieures, juives ou non juives. C'était aussi l'apport de ces journées de l'université d'été, qui nous ont parlé histoire, qui nous ont parlé politique, qui nous ont parlé laïcité, qui nous ont parlé religion, qui nous ont parlé d'un grand nombre de choses. On a eu des représentants, rappelle-toi, l'atelier de réflexion par exemple sur la culture et le dialogue interreligieux, qui nous a permis de recevoir des personnalités très fortes qui sont venues nous parler de ces thématiques, parce que ce sont des thèmes que les communautés font vivre au quotidien, qu'on soit à Marseille, à Lyon, à Lille, à Strasbourg, à Nantes. Tout au long de l'année, on réfléchit sur des actions qu'on doit mener dans le domaine social, dans le domaine culturel. Et donc l'idée, c'était de réunir des personnalités pendant 3 jours, avec une partie festive aussi. Tu l'as dit, on a reçu le ministre de l'Intérieur qui a fait un déplacement avec une très belle soirée de gala. C'était avec cette vue là du vieux port de Marseille au Fort Gantôme. L'idée, c'était de le faire dans un endroit unique. On a privatisé le Fort Gantôme. On était en extérieur dans un dîner où nous surplombions le vieux port. On devait faire ça à l'intérieur de la salle, et puis la climatisation est tombée en panne, et là, hop, action-réaction. Parfois, on a la chance que les plans B soient encore meilleurs que les plans A. On était en plein milieu d'après-midi, on me dit la clim, il y a un problème avec la clim. Je me rends sur place, et puis finalement, avec notre traiteur, John, on prend la décision en un quart d'heure de changer notre plan. Et on fait un cocktail extérieur d'un côté, on fait un dîner. Finalement, ça tombait pile poil au niveau des tables de l'organisation, et on a passé un dîner en extérieur en surplombant le vieux port.
magnifique. Alors la salle intérieure était très belle aussi, mais finalement on s'est rendu compte que c'était encore plus beau. Donc finalement on a eu de la chance. Parfois les contrariétés et les complications sur place font qu'on doit prendre des décisions rapides et parfois on s'en sort bien. Donc ça aussi, ça fait partie de ces petites choses qui ont donné, je crois aussi à cette première université d'été. Hein. C'est la première fois que ça existait. C'était un projet que j'avais. Le Grand Rabbin de France m'a beaucoup soutenu, tous les présidents et présidentes aussi. Et c'est vrai que on a réussi un grand moment communautaire. Ça fait plaisir. Est-ce que ces universités d'été, elles vont se reproduire à Marseille l'année prochaine? Alors, quand on réussit comme une première, c'est un petit peu ce que j'avais vécu, on va en parler dans quelques instants, ce que j'avais prévu, ce que j'avais vécu avec Yom Rashi, quand j'ai créé Yom Rashi l'année dernière dans ma première année de mandature. Quand c'est une grande réussite, il y a deux questions qui viennent tout de suite après. C'est quand est-ce qu'on le refait et est-ce qu'on le refait au même endroit? Alors, j'ai pas la réponse à cette question tout de suite parce que d'abord, on avait ce projet, on l'a réussi, donc déjà, aujourd'hui, on profite des retours tellement positifs depuis plus d'un mois des responsables de communauté et des rabbins. On verra. Moi, ce que je pense, c'est que des grands événements comme ça n'ont pas nécessairement vocation à se faire tous les ans, mais que le caractère biennal peut être très intéressant. Très bien. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a fait avec Yom Rashi. Oui. Yom Rashi, on l'a réussi. Il y avait 2000 personnes à Troyes l'an dernier. On a fait une journée incroyable. Le refaire chaque année avec les intervenants, les conférences, les spectacles, l'organisation qui est très très importante, très lourde à gérer. Pas sûr que ce soit intéressant de le faire chaque année. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai proposé qu'on le fasse une année sur deux, donc en format de biennal. Et le format biennal a un avantage. D'abord, ça permet de créer une attente. Oui. Parce que, par exemple, cette année, on n'a pas fait Yom Rashi et tout le monde attend juillet prochain avec Yom Rashi. Donc, ça permet de créer une attente. Deuxièmement, ça fait une bonne régularité parce qu'on sait qu'une fois tous les 2 ans, c'est le grand événement qui a lieu. Et puis, ça nous donne aussi le temps de bien réfléchir pour réussir édition par édition. Alors, pour répondre à ta question, ce que j'imaginerais bien, c'est que, Yom Rashi est en année paire, puisqu'on le retrouvera, la date vient d'être fixée. Donc, je l'annonce à toutes celles et ceux qui nous écoutent. L'année prochaine, nous serons tous à Troyes le 7 juillet, le dimanche 7 juillet 2024. On sera avant les Jeux Olympiques, donc il n'y aura pas de problème de transport notamment. Et nous nous retrouverons tous à Troyes dans un nouvel endroit magnifique que nous sommes en train de signer avec mes amis de la Maison Rachi. Et donc le Concert de France et la Maison Rachi organiseront ce 2e Yom Rachi le 7 juillet 2024. Et ce que j'imaginerais bien, c'est que les années impaires, on puisse avoir l'organisation de cette université d'été qu'on pourrait donc retrouver une année sur 2 avec le plaisir pour toutes celles et ceux qui font vivre les communautés juives à travers la France de se retrouver pour réfléchir, pour penser et pour prendre des bons moments aussi ensemble. Alors dans ces universités d'été, il y avait plein d'ateliers. Est-ce que tu aimerais voir d'autres ateliers naître? Bien sûr. D'autres choses Quand on s'est mis avec le Grand Rabbin de France notamment, à qui j'en ai parlé dans les premiers et que j'ai commencé à élaborer avec l'équipe qui m'entourait, et bien évidemment Michel Cohen-Tenouji, le président du Concert de Marseille, que je remercie, celles et ceux qui œuvrent à ses côtés. C'est vrai qu'on a commencé à réfléchir et puis je me rappelle, on parlait avec Céline Saadoun, directrice du Concert de Marseille, avec Martine qui travaille à mes côtés, Martine Saadoun, et quand on a mis sur la table les sujets, on en avait 10, 15 et finalement j'ai réduit à 6 thématiques. 6 grandes thématiques, de la jeunesse à l'histoire, de la laïcité à d'autres sujets importants. On est parti sur ces thématiques et on a vu que ce sont des thématiques qui nous permettaient d'avoir des intervenants prestigieux, mais surtout de créer une interactivité avec la salle. Parce que moi, ce qui m'intéressait, quand tu as la chance de réunir près de 200 dirigeants communautaires juifs français dans un même endroit, dans cette belle salle de conférence, il fallait aussi qu'il y ait une interactivité avec des questions, avec des réponses, que les gens veuillent participer. Et puis, il y avait aussi notre gageur, toi tu le sais bien, qui est de Marseille. Ouais. C'est que quand tu réunis des gens de toute la France à Marseille au mois de juillet, qu'il fait beau, qu'on est sur le Vieux-Port dans un magnifique endroit et un très bel hôtel, il faut que les gens aient envie de venir participer à des ateliers quand on pourrait sortir et aller prendre un verre à l'extérieur. Donc non, il fallait que ce soit attractif et bien évidemment, quand on fera la 2e édition de l'université d'été, il n'y a pas de doute que nous trouverons de nouveaux sujets, des thématiques qui intéressent et peut-être d'ouvrir au public, c'est-à-dire à notre communauté, de venir assister à une séance, à un atelier public dans laquelle ils peuvent venir poser des questions directement à nos dirigeants et je trouve que ça peut être intéressant. On pourra aussi l'ouvrir sur tel ou tel format par rapport à tel ou tel atelier de réflexion. C'est une piste qu'on pourra avoir.
tu me connais, j'aime les organisations qui sont très très rigoureuses et c'est ça aussi qui est important quand j'organise ce genre de choses, ce genre d'événements. J'aime que vraiment tout soit comme du papier à musique. Alors c'est vrai que là, le fait que ce soit des dirigeants de toutes les communautés juives françaises, ça permettait aussi d'avoir un cadre et que tout soit très très bien organisé. Mais on pourra effectivement dans les prochaines éditions penser à ouvrir certains ateliers. Eh bien, en tout cas, merci. Et j'étais content d'aborder ce sujet de ces universités d'été. Alors, on va faire un petit débriefing sur l'année 5783, une belle année qui s'écoule. Et puis, je me dis, quand on est président du Consistoire de France, c'est quand même du boulot, je pense. C'est une mission bénévole parmi je pense, les plus intenses qu'on peut avoir dans notre pays. Pas seulement pour la communauté juive. Parce qu'effectivement, président du Consistoire de France, c'est une fonction qui est passionnante, mais qui est très exigeante lorsqu'on veut la faire à 100%, comme j'essaye de le faire, à côté d'un métier, parce que si on est retraité, effectivement, c'est un petit peu plus facile peut-être, mais quand on est dans la vie active, et c'est aussi important d'avoir aussi des responsables communautaires qui soient peut-être jeunes et investis, je pense que ce qui est important, c'est de trouver un équilibre entre son métier, parce qu'on a un métier, on a une profession, et à côté de ça, une activité bénévole qui permet pendant quelques années de consacrer toute une partie de son énergie, de sa force, de son dynamisme à la communauté juive française. Et partant de là aussi, c'est un rôle que nous jouons dans la République. Là, je fais cette émission avec toi, je la termine tout à l'heure et j'irai immédiatement après à la préfecture de police de Paris pour une grande cérémonie commémorative de la libération de Paris, où je serai avec les représentants du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de police. Donc, et puis ensuite, on aura d'autres cérémonies aussi, une autre cérémonie ce soir. Ça veut dire qu'on a aussi un rôle dans la cité. Pas tous les jours, il y a quelque chose. Tous les jours de l'année. Là, on a pu avoir une petite période au mois d'août, toujours du 1er au 20 août un petit peu plus calme, mais c'est vrai que tous les jours de l'année, c'est une fonction qui fait qu'on doit être présent, et puis une fonction qui m'intéresse aussi beaucoup, parce que je l'avais dit, je souhaite être le président de toutes les communautés juives de France, du consistoire de Lille au consistoire de Nice, en passant par Marseille et en allant d'est en ouest, et l'idée c'est aussi que je me rende dans beaucoup de consistoires qui ont des projets, qui ont des idées, qui ont des actions, et donc moi mon rôle avec le Grand Rabbin de France, évidemment, c'est de travailler à les aider, à les renforcer dans leurs missions respectives, dans toute la France, que ce soit en région parisienne ou en province. Et donc, c'est un rôle qui me paraît très important, d'être aussi très présent, c'est une action de terrain. Et c'est pour ça que je dis que c'est une action, parmi les actions bénévoles, dans les actions associatives, je pense que c'est une des plus belles, même si c'est évidemment au niveau du temps, une des plus exigeantes. Alors justement, parmi toutes ces invitations, quel a été pour toi, selon toi, le moment le plus fort de l'année 5783? Est-ce que tu en as un qui te vient tout de suite je pense qu'il y a un moment qui était très très fort. On a célébré tout à l'heure, je disais, l'anniversaire des 215 ans du consistoire, mais c'était aussi bien évidemment les 75 ans de l'État d'Israël. Bien sûr. Dans une période en plus qui était difficile sur le plan social et politique, tant en France d'ailleurs qu'en Israël, toutes celles et ceux qui nous écoutent le savent bien. Je pense que s'il y a un moment que je garderai de cette année 5783, c'est sans aucun doute la grande convention nationale du Consistoire de France en Israël, que j'avais souhaité organiser dès l'année dernière. Après mon élection, j'avais souhaité faire un grand événement, comme on en avait connu il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans. Il n'y en avait plus depuis près de 15 ans parce que c'est très compliqué à organiser. Il faut faire venir des dirigeants là aussi de toute la France, des responsables de toute la France. Organiser un grand voyage comme ça, il faut savoir ce que c'est, 250 personnalités, c'est 5 cars qui sont remplis, qu'il faut organiser du matin au soir avec il y a toute une logistique, très importante entre Jérusalem, Tel Aviv. Et j'avais ce projet. Et là aussi, on parlait de l'université l'été, je pense que ça a été un moment incroyable, la Convention nationale en Israël, qui a réuni 170 dirigeants et dirigeantes de toute la France, accompagnés de 50 élus politiques, des maires, des députés, des sénateurs, qui sont venus de chacune des régions accompagner leurs responsables de communautés qu'ils fréquentent, qu'ils connaissent. Et donc ce sont les dirigeants de communautés qui les ont invités, et donc ils sont venus avec nous. Et ça faisait on a été 230, plus notre staff, on était 250 personnes. Et c'est vrai que ça a été un moment incroyable. Nous avons vécu des moments très forts à Jérusalem. Je pense par exemple à la cérémonie en hommage aux victimes de Toulouse.
C'était le 19 mars, c'est le jour de notre arrivée sur place. Nous étions avec Samuel Sandler, avec Eva bien évidemment aussi, avec les membres de la famille. Nous étions à Jérusalem avec le grand rabbin d'Israël et avec le grand rabbin de France. Nous avons fait une cérémonie qui a été bouleversante ce 19 mars 2023. Nous avons fait une cérémonie au Kotel incroyable avec le Rav Shlomo Amar dans les tunnels du Kotel. On a fait une réception avec le maire de Jérusalem et une soirée de gala. Enfin, à Tel Aviv, on a fait des moments incroyables. Je me rappelle quand on a privatisé la salle de théâtre de Habima, le Théâtre National d'Israël à Tel Aviv, et qu'on a créé pour l'occasion un spectacle avec Francis Huster, mis en scène par Steve Suissa, et avec Isabelle Durin, la violoniste, qui s'appelle En plein cœur, avec des textes, une lecture de texte par Francis Huster, de magnifiques textes, accompagnés ensuite avec des morceaux au violon sur des films à thème juif. Spectacle Quand incroyable. tu me racontes tout ça, Finalement, on joue maintenant que le voyage en Israël est fini, on le joue dans d'autres communautés à travers la France. Voilà, c'est des moments que les élus politiques non juifs et des dirigeants et des dirigeantes de toutes les communautés juives ont pu vivre ensemble. Et ça aussi, c'est un souhait que j'avais, ça permet de resserrer, de renforcer les liens entre les uns et les autres, et ça crée une unité, une fédération, comme tu dis. Quand je t'entends, je vois qu'il y a beaucoup d'amour, et c'est beau, parce que tout ce que tu dis, ça sort du cœur, là. Bah, si on s'investit dans une mission pareille, ce n'est pas pour le faire à moitié. Si on s'investit dans une mission pareille, si j'ai décidé à un moment donné de me présenter, alors que mon métier d'avocat me comble au quotidien de beaucoup de passion, si j'ai décidé de m'investir dans cette mission pour le Consistoire de France, après les personnalités qui m'ont précédé depuis 215 ans, depuis plus de 2 siècles, c'est évidemment parce que je pensais qu'on est dans une période importante dans notre pays, dans le monde entier d'ailleurs, mais dans notre pays, on est dans une période importante où il y a des actions à mener, il faut être à la hauteur des enjeux et des défis qui sont actuellement les nôtres. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette mission et d'essayer, en dehors de tout le travail au quotidien que nous avons à faire de toute façon, mais d'essayer en plus d'innover sur certaines actions qui peuvent être des actions fortes. On en a donné deux exemples assez frappants dans cette dernière année. Alors, les fêtes de Tishri approchent à grands pas. Au niveau du consistoire central, quel est le mot d'ordre? Qu'est-ce qui va s'organiser pour les fêtes de Tishri? Déjà, c'est le contact que nous avons actuellement avec toutes les communautés. Il y aura le nouvel annuaire calendrier du consistoire de France qui va sortir, qui va être envoyé dans toutes les communautés juives de France et à l'occasion de ces fêtes de Tishri. Donc, ça me permet aussi d'avoir des contacts actuellement avec beaucoup de présidents de communautés, des petites communautés qui font vivre, parce que c'est ça les fêtes de Tishri, c'est le moment crucial dans l'année où on est les uns avec les autres, plus que tous les autres moments. Évidemment, on est toute l'année en contact les uns avec les autres. Mais les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, le Nouvel An, Yom Kippour, les fêtes de Sukkot ensuite, c'est évidemment un moment très fort qui donne un petit peu le ton de ce qui va se passer dans l'année. On l'a vécu notamment quand il y a eu le Covid et des moments très difficiles où on ne pouvait pas se réunir normalement. On a vu ce que c'était que cette souffrance d'être isolé. Là, depuis qu'on a repris normalement nos activités, c'est un plaisir d'être les uns avec les autres. Et puis c'est aussi la période où on annonce tous les projets à la communauté, qu'on soit dans une petite communauté, dans une moyenne ou dans une grosse communauté. C'est le moment où on essaye de fédérer autour de nous les énergies positives des uns et des autres. Donc, évidemment, en dehors des fêtes et de ce qu'elles représentent sur le plan spirituel, bien sûr, c'est aussi un moment très très fort d'union communautaire. Et donc, j'espère qu'elles se passeront dans les meilleures conditions. Nous avons pris l'habitude de rencontrer les autorités aussi parce que l'aspect sécuritaire est important pendant cette période. Je rencontrerai avec le grand rabbin de France le ministre de l'Intérieur pour une réunion de travail spécifique sur les mesures de sécurité, en lien bien évidemment avec les services du SPCJ avec qui on est en contact constamment, et on va travailler aussi sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui reste très important, toujours très important et d'actualité. Et puis très sensible, donc on va travailler cela toujours avant Tishri, donc dans les jours qui viennent, début septembre. Et puis ensuite, j'espère une chose, c'est que ces fêtes seront des fêtes vivantes, heureuses, épanouies dans toutes les communautés juives à travers le pays. Alors, est-ce qu'il y a des grands projets qui sont prévus pour l'année 5784 Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques grands axes? Bien sûr. Alors d'abord, ce qui est très important, c'est d'accompagner les communautés dans leurs projets respectifs. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir, et je le dis parce que je suis très souvent en déplacement souvent d'ailleurs avec le grand rabbin de France, et lorsque nous allons inaugurer un centre communautaire, que nous allons inaugurer un mikvé, un bain rituel, que nous allons inaugurer une nouvelle synagogue ou une extension de synagogue. On l'a vécu ces derniers mois, par exemple, on a inauguré le centre communautaire rénové de Colmar,
Colmar, en Alsace, Oui. qui est une communauté qui doit aussi se réinventer constamment parce qu'il n'y a pas de nouvelles familles, il y a peu de nouvelles familles qui viennent s'installer, et donc il faut aussi permettre à ces communautés historiques du consistoire, notamment celle de Colmar en Alsace, de se réinventer. Ils ont fait un très beau centre communautaire qu'ils ont rénové, qui jouxte la synagogue. C'est l'occasion, par exemple, d'inaugurer des mikvaot, par exemple, magnifiques, comme on l'a fait récemment à Levallois, une grosse communauté de la région parisienne, mais aussi à Colombes, où on a aussi inauguré un nouveau mikvé, ou en province, où nous avons inauguré, par exemple, le musée juif de Bayonne, qui permet à l'intérieur de l'enceinte de cette très très belle synagogue du sud-ouest de la France, d'avoir maintenant un musée qui a été voulu, qui a été pensé par mon amie Déborah Loupien-Suarez, présidente de la communauté de Bayonne-Biarritz, secrétaire-rapporteur que j'ai nommé, secrétaire-rapporteur du Consistoire de France, qui a eu cette idée, et ce musée juif de Bayonne, le 4e musée de la ville, eh bien maintenant est un musée qui fait partie de la communauté juive, mais aussi qui est une ouverture dans la cité, et c'est un musée qui est fréquenté tout au long de l'année par les habitants de Bayonne. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent parce que ça permet de renforcer la vie de la communauté juive française dans notre pays, et pas seulement dans les grands pôles communautaires que l'on connaît, Patrick. Bien sûr. Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Nice, Côte d'Azur, mais aussi dans d'autres régions, et ça m'intéresse. Par exemple, dans une communauté, on parlait du Sud-Ouest, comme dans une communauté comme Arcachon. Je salue le rabbin Eric Aziza et le président André Siari. Quand il m'explique que pendant les mois d'été, il y a un monde fou. C'est vrai qu'en hiver, il y a moins de monde et il faut se battre pour avoir le minyan. Mais qu'en été, il y a un monde fou, et même au printemps, et qu'il pourrait y avoir un centre communautaire qui pourrait se créer et qui pourrait apporter une force supplémentaire avec la synagogue qui existe aujourd'hui, eh bien je dis oui, on est là, et il faut qu'on les aide, il faut qu'on les soutienne dans leur recherche de financement, dans leur action, parce qu'il y a des endroits où on peut encore dynamiser davantage la communauté juive pour ne jamais rester dans le statu quo. Tu sais, Patrick, on en avait parlé à Marseille pendant tous ces ateliers de réflexion. Je ne crois pas au statu quo. Le statu quo n'existe plus aujourd'hui. Soit une communauté juive insérée dans la cité, dans la ville, réussit à créer des ponts et à continuer son dynamisme et à avancer, soit elle diminuera. On ne pourra pas rester dans des statu quo. Et donc je pense, on a certains endroits en France, on voit bien que ça devient extrêmement difficile même de permettre le maintien de la synagogue dans la ville. Et il y a d'autres endroits où on a encore plein de projets d'expansion. Donc mon rôle en tant que président et le binôme que je fais avec mon ami Chaim Corsia sert aussi à cela, parce qu'on parle d'une même voix, on a une même vision communautaire. Eh bien, c'est que dans tous les endroits de France, on permette à ceux qui ont du mal encore à faire vivre leur communauté juive pour telle ou telle problématique, de maintenir la vie juive, et pour celles et ceux qui peuvent développer encore beaucoup plus, eh bien on est là pour les aider à se développer. Donc un objectif pour cette année à venir, aller soutenir toute cette petite communauté de nos campagnes, oui, de nos petites villes, de toutes nos régions, de toutes nos villes. On a des communautés qui doivent continuer leur action, qui doivent poursuivre leur dynamisme, et c'est ça aussi notre rôle, c'est de les accompagner avec une grande action pour la jeunesse. 2 exemples, la Chazak, tu sais, qui avait été mis en place il y a près de 15 ans, que je continue à renforcer dans son action avec le Raven Galbert, qui permet d'avoir des jeunes qui vont dans ces petites communautés isolées pour les faire ouvrir Shabbat et leur faire vivre un très beau Shabbat à chaque fois. C'est des synagogues qui malheureusement n'ouvrent pas des fois tous les Shabbatot de l'année. Et puis le projet Léava, qu'on a bâti avec sur une initiative de mes amis du consistoire Côte d'Azur-Corse, notamment Franck Israël, président du consistoire régional, et donc avec le consistoire de Nice notamment, avec Maurice Nedam, son président, avec toutes les personnes qui travaillent, ils avaient eu l'idée de pouvoir réunir dans une même région pendant tout un Shabbat des jeunes, entre jeunes, qui organisent ça que pour les jeunes par contre, et ça marche très bien, et c'est quelque chose que nous avons développé ensuite dans d'autres régions de France, et qu'on va continuer tout au long de l'année, projet qu'on appelle Léava. Léava, tu sais, en hébreu, c'est la lumière, et quelque part la flamme de la lumière, et la flamme, c'est aussi le logo du Consistoire de France depuis plus de 2 siècles, donc on va essayer de continuer à développer cette flamme à travers la jeunesse. Tout ça, ce sont des projets qu'on a lancés. Quand tu parles de la jeunesse, d'ailleurs, on va recevoir tout à l'heure dans les studios Moshe Ben Chai, qui avait organisé les Slichot. Alors c'est toute une équipe, mais je lui ai demandé de venir me raconter un petit peu comment s'organisent les Slichot, et c'est des centaines, voire des centaines de jeunes qui sont arrivés à Nazareth, à la synagogue l'année dernière, et nous on a voulu un petit peu s'inspirer de ça, et on a organisé donc à Marseille ces Slichot.
Est-ce que tu viens pour les Slichot? On a comme objectif 3000 jeunes. Bah écoute, Tu me rejoins ou pas? comme je me suis toujours considéré comme un jeune, hein, même si maintenant ça fait une trentaine d'années que je suis dans les responsabilités communautaires multiples, mais bien sûr, je participerai à ces activités. J'avais beaucoup apprécié ce qui avait été créé. Tu vois, ça aussi, ça part toujours de la base communautaire. Il y a des initiatives comme ça qui sont intéressantes. Il y a certains projets, il faut pas se leurrer, ça doit venir des responsables, des dirigeants. Et puis il y a d'autres projets qui partent comme ça de volonté individuelle et qui prennent tout de suite une très belle ampleur. Ça avait été très réussi, tu l'avais dit l'année dernière. Je suis très content que ça se fasse à Marseille. Je pense que ça peut se faire dans d'autres communautés. Je pense à Lyon, je pense à Nice, je pense à Strasbourg. C'est important de réunir notre jeunesse. Grands pôles communautaires, ça permet de réunir beaucoup autour des Slichot. C'est aussi un très beau message spirituel quand on sait cette période qui précède Rosh Hashanah, toute l'énergie qu'on peut avoir, qui est à la fois une introspection sur l'année passée, mais aussi une volonté de faire mieux, de faire davantage, de faire plus fort dans les mois qui viennent. C'est une très belle période avec ces téphilotes, avec ces prières des Slichot. Donc j'espère que ça va réunir encore des centaines et des centaines de personnes. Et ça permet aussi de faire vivre nos communautés encore plus fort à travers nos synagogues. Il faut pas oublier que nous, on essaie de faire plein de choses dans le domaine culturel, dans le domaine spirituel, mais le cœur de la communauté juive, ça reste la synagogue. C'est pour ça qu'on est toujours, je suis toujours très attentif à renforcer, à embellir, à faire en sorte que nos synagogues puissent être le plus ouvertes possible, les plus accueillantes possible vis-à-vis de tous les juifs, qu'ils soient un peu pratiquants, moyennement pratiquants ou très pratiquants. Il faut que tout le monde se sente heureux d'aller à la synagogue. La porte de la synagogue ne doit jamais être un frein où des gens se disent « Oh non, c'est pas la peine que j'y aille » ou « Je n'ai pas ma place là-bas ». Tout le monde a sa place dans la synagogue, parce que je le redis, c'est le cœur de la vie juive dans notre pays. Il faut que ce soit le plus accessible possible. Exactement. Et que tout le monde s'y sente heureux quand ils y viennent, qu'ils y viennent une fois dans l'année ou qu'ils y aillent tous les jours. Il faut que quand on aille à la synagogue, il faut que ce soit un lieu accueillant et chaleureux pour tous les hommes et toutes les femmes qui y vont. Alors c'est vrai que le temps passe très vite, je passerai des heures à discuter avec toi, j'ai tellement de questions, mais c'est presque la fin de notre journal communautaire. Quel est le message que tu souhaites adresser à tous les Marseillais qui nous écoutent aujourd'hui? Écoute, d'abord j'adore, tu le sais, le consistoire de Marseille, qui est un des consistoires les plus vivants, les plus actifs. Il y a une belle équipe. Michel Cohen-Tenouji et son équipe. Je vais pas tous les citer parce que sinon je ne voudrais pas en oublier, mais il y a des hommes et des femmes fantastiques. Une équipe formidable qui travaille à ses côtés. C'est une très belle communauté, un très beau consistoire. Tu sais aussi ma volonté d'unir aussi notre travail avec les autres institutions. Bien sûr. Je pense au CRIF avec Fabienne Bendayan, la nouvelle présidente, qui a participé à l'université d'été à Marseille, bien évidemment, le Fonds social avec Lionel Stora, avec Elsa Charbit, bien évidemment, qui participe aussi à nos actions. Quand je vais à Marseille, j'adore les rencontrer aussi. Donc, c'est une très belle communauté, très vivante. Je suis très heureux que pour la première fois aussi, le congrès rabbinique de France ait été organisé par le Grand Rabbin de France en ma présence à Marseille l'année dernière, et nous avions réuni les rabbins français dans cette magnifique ville. Donc d'abord, ce que je souhaite, c'est que Marseille puisse continuer tous les projets qui sont les siens. Il y a de très beaux projets en cours et je serai là pour les accompagner de mon mieux, ils le savent. Et puis deuxièmement, pour tous les juifs à la fois du sud, du nord, de l'est et de l'ouest, je ne peux terminer sans évidemment avoir un vœu, qu'on puisse être inscrit dans le livre de la vie, parce qu'avoir des projets, avoir des actions, c'est très bien, mais il faut que, avant tout, avoir la santé pour le faire, qu'on soit en forme. Et donc, ce que je souhaite, c'est que pour les petits et les grands, pour toutes les hommes et les femmes qui nous écoutent, eh bien, que le Tout-Puissant puisse nous donner, nous inscrire sur le livre de la vie à travers cette période qui va venir très vite, cette période des fêtes de Tishri. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse passer de belles fêtes. Et ensuite, pour le reste, je ne m'inquiète pas sur les projets. Ils sont là et on fera tout pour les mener à bien. Je te souhaite de très très belles fêtes de Tishri. En tout cas, donc merci encore du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 août, le 8 Elul 5783, que nous allons célébrer la paracha Ki Tetsé, que Shabbat entre à 20h08 et sortira à 21h10. C'est déjà la fin de notre journal communautaire. Merci à toi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau journal communautaire. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Retrouvez le journal communautaire présenté par Patrick Zic.